Toute la salle resta immobile lorsque l'élégante femme parla en occitan. Personne ne sut répondre. Personne, excepté la fille de 10 ans de la femme de ménage. Dans les couloirs bondés du Centre culturel national de France à Paris, la fillette était presque invisible, tandis que sa mère, Sophie Lefebvre, frottait en silence les sols de marbre. Les petites mains de la fillette serraient fermement un livre usé. Un employé murmura à voix basse. « Ce n'est que la fille de la femme de ménage. Que pourrait-elle bien faire ici ?» La délégation arrivée d'Aquitaine était en avance, et son porte-parole ne parlait qu'un vieux patois occitan mêlé d'expressions du latin médiéval que personne dans la salle ne parvenait à comprendre. Une vague de tension commença à se répandre dans le salon. Musica. Alors Léa, âgée d'à peine 10 ans, s'avança. Sa voix fut tranquille, claire, sûre. Je transmettrai leurs paroles. Les murmures s'éteignirent immédiatement. Monsieur le ministre Antoine Dubois se pencha légèrement en avant. Ses yeux se plissèrent d'intérêt. « Où avez-vous appris cela ?» demanda-t-il calmement. « Et qui vous a appris à parler avec cette autorité ?» Avant de continuer, si vous aimez les histoires de personnes sous-estimées qui parviennent à surmonter l'injustice et à démontrer leur vraie valeur, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Nous aimons découvrir jusqu'où voyagent ces histoires. Maintenant, continuons. Dans une salle remplie de voix importantes, il y avait des yeux qui ne se levaient jamais trop haut. La fille de la femme de ménage se mouvait en silence parmi la foule. Sa présence était si légère que la plupart oubliaient qu'elle était toujours là. Cependant, chaque petit pas qu'elle faisait portait un poids invisible, un silence qui cachait bien plus qu'il ne montrait. La lumière du matin traversait les hautes fenêtres du Centre culturel à Paris. L'air sentait légèrement la poussière et le produit de nettoyage, cet arôme qui imprègne les sols de marbre frottés par des mains fatiguées avant l'aube. Le bruit des chaussures et le murmure constant des conversations emplissaient l'énorme hall. Personne ne prêtait attention à la fillette blonde de 10 ans assise près du couloir de service. Ses pieds atteignaient à peine le sol depuis la petite chaise en bois. Elle s'appelait Léa. Et ce jour-là, Musica, comme tant d'autres, elle tenait un livre trop grand pour ses mains. Les pages murmuraient doucement chaque fois qu'elle les tournait. Bien que ses yeux se détournassent constamment vers sa mère, Sophie travaillait là comme femme de ménage. Son uniforme, un chemisier gris pâle et une jupe bleue foncée usée aux coudes et aux coutures, parlaient de journées interminables et d'un salaire insuffisant. Elle se déplaçait constamment, la serpillière à la main, penchée sur le sol tandis que des hommes et des femmes vêtus de costumes élégants passaient à côté d'elle. Personne ne ralentissait pour la saluer. Personne n'offrait plus qu'un regard rapide quand il le faisait. Léa observait les épaules de sa mère. Chaque semaine, elle semblait s'abaisser un peu plus. Les dettes pesaient aussi lourd que les seaux que Sophie traînait. Avis de loyer, factures impayées, la honte silencieuse de demander crédit à la petite épicerie du quartier. Sophie supportait tout cela sans se plaindre, mais sa fille le voyait, toujours. Les gens du salon ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir. Pour eux, Sophie était simplement la femme de ménage, et Léa, juste la fille de la femme de ménage. Trop petite, trop insignifiante, trop invisible pour compter. Mais en silence, Léa étudiait. Elle suivait du regard les lettres latines d'une affiche accrochée dans le hall et les répétait à voix basse. Ses lèvres formaient des sons que très peu auraient reconnus. Grec, turc, latin, vieux français, dialectes occitans. Elle ne l'avait pas appris à l'école ni en classe. Elle l'avait appris en secret pendant des heures silencieuses, lorsque les cahiers de son grand-père restaient ouverts sur la table de la cuisine. Son grand-père avait été militaire, linguiste, un homme qui avait autrefois porté l'honneur comme d'autres portent un drapeau. Maintenant, tout ce qui restait de lui vivait dans la mémoire de Léa, mot par mot. Personne ici ne le savait. Personne ne pouvait l'imaginer. Une voix puissante résonna du fond du hall, ordonnant aux employés de se préparer pour l'arrivée de monsieur le ministre Antoine Dubois. Le son résonna contre les murs. Les pas commencèrent à s'accélérer sur le marbre. Léa ferma soigneusement son livre et le serra contre sa poitrine. Sa mère la regarda brièvement avec une expression protectrice, avant de replonger la serpillière dans le seau. La journée ne faisait que commencer, et pour l'instant la routine les cachait à la vue de tous, comme si rien d'extraordinaire ne pouvait briser cette normalité. La petite cloche d'une porte latérale retentit lorsqu'un travailleur entra dans le bâtiment. Les conversations se mêlaient à des salutations rapides, des pas pressés et des ordres secs de superviseurs. Léa restait immobile sur sa chaise, le livre posé sur ses genoux, tandis que le monde continuait de bouger autour d'elle. Elle était une ombre silencieuse dans un endroit qui ne regardait jamais 2 fois les ombres. Sophie essora la serpillière. Ses doigts étaient rouges à cause de l'eau froide.
Puis elle s'avança vers le comptoir de la réception. Un administrateur en chemise blanche impeccable passa devant elle sans s'arrêter. Le mouchoir de sa poche frôla le bras de Sophie. Il ne le remarqua même pas. Il le faisait rarement. Léa suivit l'homme du regard. Puis elle regarda de nouveau sa mère. Sophie croisa le regard de sa fille à peine une seconde, le temps suffisant pour lui offrir un sourire fatigué et protecteur. Un sourire qui semblait dire « Moi, je te vois, même si personne d'autre ne le fait. » Et pour Léa, c'était suffisant. De l'autre côté du hall, plusieurs jeunes assistants parlaient près d'une colonne de marbre. « Oh, il y a trop d'invités », se plaignit l'un en ajustant les manches de sa veste. « Nous allons passer la matinée à courir de gauche à droite. » Un autre laissa échapper un rire sec. « Au moins, nous n'avons pas son travail », dit-il discrètement en désignant Sophie, penchée sur sa serpillière. Vous imaginez ? Les doigts de Léa se serrèrent autour du livre, mais elle ne dit rien. Elle était habituée. Les mots ne lui étaient pas directement adressés, mais ils tombaient toujours assez près pour faire mal. Le marbre brillait sous les mains de Sophie. Cependant, personne ne voyait l'éclat. Il ne voyait que l'uniforme. À ce moment, les grandes portes principales s'ouvrirent. Un groupe d'hommes élégamment vêtus entra dans le bâtiment. Leur conversation était chargée de formalités et de différents accents français provenant de l'Alsace, de la Normandie et de la Provence. Ils sentaient légèrement le tabac fin et le cuir ancien. Léa inclina doucement la tête et écouta. Ce son éveilla quelque chose de familier en elle, comme une mélodie oubliée. Ses lèvres commencèrent à bouger en silence, tandis qu'elle suivait le rythme des mots. Elle reconnaissait ces variantes linguistiques, non pas par des professeurs, non pas par des cours, mais par les cahiers de son grand-père, par ses annotations, par les marques qui étaient restées gravées dans sa mémoire comme de l'encre sur de la pierre, mais personne ne l'observait encore. Pas encore. Sophie replongea la serpillière dans le seau, bien que ses mouvements ne fussent plus aussi fermes qu'avant. Elle sentait les regards. Certains étaient curieux, d'autres méfiants et quelques-uns dangereusement intéressés. Musica Léa retourna lentement à sa petite chaise en bois et ouvrit de nouveau le livre sur ses genoux, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Ses lèvres bougeaient en silence tandis qu'elle révisait d'anciennes lignes écrites en grec. En haut, depuis le balcon du 2e étage, monsieur le ministre Antoine Dubois continuait de l'observer. L'un de ses conseillers parla, en organisant plusieurs documents. La réunion avec les représentants d'Aquitaine commencera dans 20 minutes. Excellence. Antoine ne répondit pas immédiatement. Ses yeux restèrent fixés sur la fillette. Il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Ce n'était pas seulement de l'intelligence, c'était de la discipline, du contrôle, de la quiétude. La plupart des enfants chercheraient à attirer l'attention s'ils découvraient que quelqu'un d'important les observait. Léa, non. Et c'était précisément ce qui l'intéressait le plus. « Qui est cette fillette ?» demanda-t-il finalement. Le conseiller hésita un instant. « La fille de la femme de ménage, Excellence. Je crois qu'elle s'appelle Léa. » Et personne ne savait qu'elle parlait occitan ancien. Apparemment non. Antoine posa lentement une main sur sa canne sculptée. Intéressant. Musica. En bas, Sophie finit de nettoyer près du comptoir de la réception et déplaça le seau vers le couloir de service. Léa leva les yeux. « Maman. » Sophie s'approcha rapidement et parla à voix basse. « Ne leur parle pas trop. » Léa resta silencieuse. « Les gens importants peuvent vous admirer une minute et vous détruire la suivante. » La fillette hocha lentement la tête. Musica. Elle ne discuta pas. Elle avait appris depuis petite que le respect de certaines personnes était aussi fragile que du verre. Près de l'entrée principale, plusieurs assistants continuaient de commenter ce qui s'était passé. Je l'ai parfaitement entendu. Elle prononçait comme quelqu'un élevé en Alsace. Ce n'est pas possible. Être qu'elle a juste mémorisé des phrases. Mémoriser un dialecte ancien ? Les murmures se répandirent dans tout le hall. Alors, une silhouette commença à descendre lentement les escaliers du 2e étage. Il portait un costume de lin crème sous un gilet sombre parfaitement ajusté. Il marchait sans hâte, avec une sérénité qui faisait que les autres s'écartaient instinctivement de son chemin. Il s'appelait Laurent Morel. Il était l'un des conseillers personnels de monsieur le ministre Antoine et avait la réputation de lire les gens en quelques secondes. Sophie le vit s'approcher. Son dos se tendit immédiatement. Elle serra instinctivement le manche de la serpillière. Laurent s'arrêta devant Léa. La fillette leva lentement les yeux de son livre. Pendant quelques secondes, aucun ne parla. Laurent observa d'abord le livre, puis les annotations écrites soigneusement dans les marges. Musica. Après, il regarda la fillette. « Que lisez-vous » La voix de l'homme était tranquille, ni aimable, ni agressive. Musica, simplement précise. Léa répondit avec le même calme. «
Des poèmes traduits du grec. Une petite réaction traversa le visage de Laurent. « Vous comprenez le texte ?»« Oui, tout. » Léa réfléchit un instant avant de répondre. « Pas complètement. Certaines métaphores exigent un contexte historique. » Laurent resta silencieux, plusieurs secondes. Il s'attendait à de l'arrogance enfantine ou de l'insécurité, mais la fillette parlait exactement comme quelqu'un habitué à étudier vraiment, sans avoir besoin d'impressionner. « Combien de langues connaissez-vous » Léa ferma doucement le livre. « 8. » Le mot resta suspendu dans l'air. Lourd, inconfortable. Même Sophie baissa légèrement le regard. Elle savait ce que cela signifiait pour les autres. Ridicule, impossible, menaçant. Laurent inclina à peine la tête. « Qui vous a appris » Léa prit plus de temps cette fois. Les images apparurent lentement dans son esprit. La petite table de cuisine, la lampe jaune, la toux de son grand-père au milieu de la nuit, les doigts tachés d'encre pointant des mots anciens. « Mon musica grand-père » répondit-elle finalement, « et ma mère. » Pour la première fois, Laurent regarda vraiment Sophie. Non pas comme on regarde une employée, mais comme on regarde quelqu'un qui a protégé quelque chose d'important pendant des années. Sophie sentit cette différence immédiatement, et cela la mit plus mal à l'aise que l'indifférence habituelle. Laurent fit un petit pas en arrière. « Monsieur le ministre veut vous parler. » Le cœur de Sophie s'arrêta un instant. « Maintenant ? » ?»« Maintenant. » Léa serra le livre contre sa poitrine et se leva lentement de sa chaise. Sophie voulut l'arrêter, la protéger, dire qu'elle était trop petite. Mais quand elle vit le visage tranquille de sa fille, elle comprit quelque chose de douloureux. Léa n'appartenait plus seulement au petit monde qu'elles avaient toutes deux construit pour survivre. Le talent avait commencé à ouvrir des portes impossibles à fermer. Laurent fit un geste vers les escaliers. Léa commença à marcher. Sophie la suivit immédiatement derrière. Chaque marche semblait les séparer de la vie qu'elles avaient connue jusqu'alors. En bas, il restait l'odeur de détergent, les seaux d'eau et les regards indifférents. En haut, l'air changeait. Il sentait le café corsé, le bois ancien et les parfums chers. Les murs étaient recouverts de boiseries sculptées et de tableaux historiques. Les tapis épais absorbaient le son des pas. Des serviteurs vêtus de blanc marchaient silencieusement, portant des plateaux d'argent. Léa observait tout. La quiétude des gardes, la façon dont les gens parlaient plus bas à cet étage, la tension invisible qui flottait entre des personnes habituées au pouvoir. Sophie montait derrière elle avec prudence. Elle ne marchait pas comme ceux qui appartenaient à cet endroit. Elle marchait comme quelqu'un consciente que chaque pas était une permission empruntée. Finalement, Laurent ouvrit d'énormes portes doubles et elles entrèrent dans la salle de réception de Monsieur le ministre Antoine Dubois. La pièce était vaste et silencieuse. Il y avait des étagères remplies de livres anciens, des cartes roulées et des calligraphies françaises encadrées de bois sombre. Au centre reposait une longue table polie jusqu'à refléter la lumière. Autour d'elle, il y avait des académiciens, des conseillers et des personnalités importantes. Tous cessèrent de parler lorsque la fillette entra. Les expressions changèrent immédiatement. Confusion, curiosité, musica, scepticisme. Sophie sentit son cœur battre dans sa poitrine. Instinctivement, elle se rapprocha un peu plus de sa fille. Sa main faillit se poser sur l'épaule de Léa. Mais elle s'arrêta car elle comprit que ce moment ne lui appartenait plus seulement à elle. Au fond de la salle se trouvait Monsieur le ministre Antoine. Son costume bleu foncé avait des bords dorés qui brillaient doucement sous la lumière. Ses deux mains reposaient sur sa canne tandis qu'il observait fixement la fillette. « C'est elle » demanda-t-il d'une voix grave. « Oui, Excellence » répondit Laurent. Léa inclina légèrement la tête. « Bon après-midi, Monsieur le ministre. » Sa voix fut douce, mais parfaitement claire. Un petit murmure parcourut la table. Certains hommes sourirent d'incrédulité. D'autres laissèrent échapper de petites moqueries. Antoine leva une main. Le silence revint immédiatement. Ses yeux restèrent fixés sur Léa plus longtemps que sur toute autre personne dans la salle. Il observait de petits détails. La manière prudente de tenir le livre, la posture droite, la tranquillité, l'absence totale de besoin d'impressionner. Ce n'était pas un hasard. Cela parlait de formation, de discipline, d'héritage. Sophie baissa légèrement le regard. Elle tenait toujours le seau de nettoyage, même là-haut, même entourée de personnes importantes. Elle restait seulement la femme de ménage, mais sa fille venait de franchir une limite invisible. Et dans cette salle silencieuse, les premières questions sur son passé étaient sur le point de commencer. Les chaises grincèrent doucement lorsque plusieurs hommes se penchèrent en avant. Monsieur le ministre Antoine fit un petit geste de la main, indiquant à Léa de s'asseoir au bout de la longue table en bois. La chaise semblait énorme comparée à son petit corps.
Cependant, la fillette ne montra aucune gêne. Elle Musica ne bougea pas nerveusement les jambes, ne joua pas avec ses mains, elle plaça simplement le livre soigneusement sur la table et y posa ses mains tranquillement. Sophie resta derrière elle, près du mur, laissant discrètement le seau de nettoyage sur le côté. Elle gardait la tête légèrement inclinée, bien que ses yeux ne quittassent jamais sa fille. La voix de monsieur le ministre Antoine remplit lentement la salle. « On m'a dit que vous parlez l'ancien occitan, en plus du grec. » Léa hocha doucement la tête. Plusieurs murmures parcoururent la table. Un académicien chuchota « Impossible à cet âge ». Un autre secoua lentement la tête. « Peut être un tour de passe-passe ». Antoine le fit taire d'un simple regard. Puis, il observa de nouveau Léa. « Expliquez-moi comment vous avez appris. » Léa hésita un moment, non par peur, mais cherchant les mots les plus simples. « Mon Musica grand-père était militaire et professeur. » Ses doigts effleurèrent doucement le bord du livre. Il a voyagé dans de nombreux pays. Il écrivait tout ce qu'il voyait et entendait. Musica, il gardait des journaux et des cahiers. La salle resta complètement immobile. Quand j'étais petite, il m'enseignait les lettres et les sons. Ensuite, il est tombé malade et ma mère a continué à m'aider. La gorge de Sophie se serra. Elle ne s'attendait pas à être mentionnée dans cette salle. Pendant une seconde, ses yeux rencontrèrent ceux de monsieur le ministre Antoine. Elle fit un léger signe de tête confirmant les paroles de la fillette. Antoine observa cela attentivement. « Comment s'appelait votre grand-père » Léa releva légèrement le menton. « Le colonel Jean Lefebvre. » La réaction fut immédiate. « Musica » Plusieurs hommes âgés échangèrent des regards. Les murmures changèrent de ton. Maintenant, il y avait de la reconnaissance. L'un des conseillers parla presque dans un murmure. « Jean Lefebvre, le linguiste militaire. » Un autre répondit lentement. « L'homme qui formait les interprètes diplomatiques durant les pourparlers du traité de Maastricht. » Antoine posa un peu plus de poids sur sa canne. Ses yeux s'adoucirent à peine un instant. Il avait entendu parler de lui. Léa inclina légèrement la tête en signe de respect. Elle ne sourit pas. Elle ne montra pas de fierté. Elle portait ce nom comme une responsabilité silencieuse, non comme un trophée. Sophie se rappela immédiatement des nuits entières à voir Jean tousser du sang, tout en continuant à enseigner des langues à sa petite fille sous la faible lumière de la cuisine. Elle se rappela avoir vendu ses bijoux pour acheter de l'encre et du papier quand l'argent manqua. Elle se rappela avoir cousu des vêtements pour d'autres jusqu'au petit matin tandis que Léa répétait des mots anciens assise à ses côtés, mais elle resta silencieuse. Autour de la table, le scepticisme était toujours présent. Cependant, quelque chose de différent commençait à grandir dans cette salle. Curiosité, respect, intérêt véritable. Et avec l'histoire de cette fillette commençant à se révéler lentement à la Musica lumière, les couches plus profondes de sacrifice et de discipline étaient sur le point de se dévoiler. Le silence se répandit de nouveau. Le nom de Jean Lefebvre était resté suspendu dans l'air comme une marque impossible à ignorer. Antoine se pencha légèrement en avant. La lumière dorée effleurait les bords de son costume sombre. « Votre grand-père est mort quand vous étiez petite, n'est-ce pas ?» La voix de Léa fut plus douce cette fois. « Oui, j'avais 6 ans. » Ses yeux s'abaissèrent brièvement vers le livre. Il a laissé ses journaux. Ma mère les a protégés. Tous les regards se tournèrent vers Sophie. Elle était toujours près du mur, son uniforme encore humide de son travail. Elle ne parla pas, mais son visage disait la vérité avant toute parole. Léa continua. « Après sa mort, il n'y avait pas d'argent pour l'école. Ma mère travaillait, nettoyait, portait des seaux. J'étudiais seul. Sa voix ne changea jamais. Il n'y avait pas de pitié en elle, ni de dramatisme, seulement des faits. Comme quelqu'un habitué à survivre sans attendre de compassion, l'un des hommes laissa échapper un petit rire incrédule. « Les enfants lisent des contes, pas des dialectes anciens du désert. » Léa tourna lentement la tête vers lui. Il n'y avait pas d'arrogance dans son expression, seulement de la précision. Les enfants lisent ce qu'on leur donne. La salle resta immobile. Léa continua. « Musica. Ma mère m'a donné les mots d'homme mort, et j'ai continué à lire jusqu'à les comprendre. » Le sourire de l'homme disparut immédiatement. Il détourna le regard sans répondre. Sophie ferma les yeux un instant. Elle se rappela des nuits entières à frotter les uniformes de familles riches pendant que sa fille étudiait assise par terre. Elle se rappela de petites mains tirant doucement sa manche, demandant la signification de symboles anciens. Elle se rappela répondre honnêtement, même quand elle-même ignorait certaines réponses. Sacrifice. Toute sa vie avait été construite sur cela. Sophie supportait le poids des dettes pour que sa fille puisse supporter le poids des mots. Léa posa doucement une main sur le livre. « J'ai étudié parce que mon grand-père disait que les langues maintiennent les mémoires vivantes. Quand les mots disparaissent,
Les gens disparaissent aussi. Les yeux de monsieur le ministre Antoine changèrent à peine. Quelque chose ressemblant au respect apparut fugitivement dans son regard. Il se pencha lentement en arrière tandis que sa canne frappait doucement le sol. « Votre grand-père avait raison. » L'atmosphère de la salle changea de nouveau. Les doutes ne disparurent pas complètement, mais ils commencèrent à s'affaiblir. Parce que la fille de la femme de ménage n'avait pas seulement répondu à des questions, elle avait apporté tout un héritage dans cette salle. Et personne ne pouvait plus l'ignorer. Sophie relâcha lentement l'air qu'elle retenait dans sa poitrine, mais au fond sa préoccupation grandissait car la reconnaissance pouvait aussi apporter le danger. Et précisément dans cet équilibre délicat, la première véritable épreuve pour Léa était sur le point d'arriver. Les portes de la salle s'ouvrirent brusquement. Un jeune administrateur entra en hâte, tenant plusieurs documents. La sueur brillait sur son front. « Excellence, la délégation d'Aquitaine est arrivée plus tôt que prévu. » L'homme déglutit avant de continuer. Son porte-parole ne parle que l'ancien occitan. L'interprète officiel n'arrivera que demain. Les murmures commencèrent immédiatement. Ce sera un désastre. Nous ne pouvons pas les faire attendre. Ce serait une insulte diplomatique. Antoine frappa une fois le sol avec sa canne. Le son coupa immédiatement la tension. Toute la salle resta silencieuse. Alors ses yeux se tournèrent lentement vers Léa. Ce ne fut qu'un instant, mais tous comprirent ce que cela signifiait. « Faites venir la fillette. » Plusieurs personnes réagirent avec incrédulité. « Quoi ? Une fillette ? C'est absurde. » Sophie fit un pas en avant sans pouvoir se contenir. « Excellence, elle n'a que 10 ans. » La peur apparut clairement dans sa voix pour la première fois, mais Antoine ne quitta jamais Léa du regard. Et pourtant elle comprend ce que personne d'autre ici ne comprend. Son ton fut définitif, musica lourd, inébranlable. Léa se leva lentement de sa chaise, serra le livre contre sa poitrine, non pas comme une protection, mais comme un rappel de qui elle était. Sophie se pencha rapidement vers elle. Sa voix trembla à peine. « Fais attention, Musica, ma chérie. Parle doucement. Ne laisse pas l'orgueil te faire chuter. » Léa leva les yeux vers sa mère. Elle ne sourit pas. Elle n'essaya pas de la rassurer, elle hocha simplement la tête comme pour lui dire « Je m'en chargerai correctement. » Laurent Morel fit un pas en avant. « Viens avec moi. » Les pas de Léa produisaient à peine un son sur les tapis, tandis qu'elles avançaient vers la porte. Cependant, elle sentait le poids de tous les regards sur elle, mais ses épaules ne s'affaissèrent pas. Elle ne baissa pas la tête, ne recula pas. Le couloir extérieur était froid et silencieux. Au bout du couloir attendait la salle orientale, et à l'intérieur, des hommes importants attendaient impatiemment quelqu'un capable de parler leur langue. Sophie la suivit jusqu'à l'entrée, mais s'arrêta juste avant de traverser. Elle joignit lentement ses mains humides et murmura une prière à voix basse. Et dans le silence qui suivit, Léa s'avança seule vers la première grande épreuve de sa vie. La salle orientale était plus petite que le grand salon principal, mais la tension y était beaucoup plus lourde. Les épais rideaux bloquaient une partie de la lumière extérieure. L'air était chargé de l'arôme du café corsé et du tabac fin. Autour d'une table basse en bois sombre se trouvait la délégation arrivée d'Aquitaine. 4 hommes vêtus d'élégants costumes blancs parlaient entre eux avec une impatience évidente. Leur voix était basse, coupante, irritée. Tout s'arrêta quand Léa entra dans la salle avec Laurent Morel. Laurent fit un petit geste en avant. Elle sera l'interprète. Le silence fut immédiat. L'homme le plus âgé leva lentement les yeux. Ses yeux se plissèrent en voyant la fillette. « Une fillette !» La phrase sortit en ancien occitan, sèche comme une feuille se brisant. Léa inclina respectueusement la tête, puis répondit dans le même dialecte. « Parfaitement. Musica, oui, je suis jeune, mais je peux porter vos paroles en toute sécurité à travers cette table. » La réaction fut instantanée. L'un des hommes ouvrit légèrement les yeux. Un autre cacha un sourire incrédule derrière sa main. L'homme âgé continua de l'observer plusieurs secondes, puis croisa lentement les bras. « C'est ce que vous dites. » Léa ne discuta pas, n'essaya pas de les impressionner. Elle fit simplement un petit geste vers les documents. « S'il vous plaît, commencez. »« Musica !» L'homme âgé commença à parler. Son discours était complexe, chargé d'expressions régionales anciennes et de références culturelles difficiles, même pour des interprètes professionnels. C'était un test, un piège soigneusement construit. Il voulait la voir échouer. Léa écouta sans interrompre. Ses lèvres bougeaient à peine suivant le rythme des phrases. Ses yeux restaient tranquilles. Quand l'homme eut fini, elle se tourna lentement vers Laurent et les représentants du centre culturel et commença à traduire. Chaque phrase sortit avec une précision absolue. Elle ne traduisait pas seulement des mots, elle traduisait l'intention, la cadence, le respect, le contexte.
Même les références culturelles étaient parfaitement expliquées dans la conversation. L'atmosphère changea lentement. Les hommes Musica qui doutaient auparavant commencèrent à se regarder. L'un des délégués murmura quelque chose à voix basse, clairement surpris. L'homme âgé posa un doigt sur la table, l'observant, la mesurant comme un homme qui vient de frapper du métal en s'attendant à trouver une faiblesse et découvre de l'acier. Léa termina la traduction et se tut. Elle ne sourit pas, ne chercha pas l'approbation, elle attendit simplement. Laurent regarda lentement les hommes au fond de la salle. Les expressions de scepticisme avaient presque complètement disparu. Maintenant, il restait quelque chose de beaucoup plus difficile à obtenir, le respect. En dehors de la salle, Sophie attendait près de la porte. Elle ne pouvait pas entendre chaque mot, mais elle en entendait suffisamment. Et à chaque phrase prononcée par sa fille, son cœur battait plus fort. Une partie d'elle continuait à s'attendre à entendre. C'était une erreur, mais personne ne le disait parce que Léa n'échouait pas, elle dominait la situation. Dans la salle, l'homme âgé reprit la parole plus lentement, cette fois plus prudemment. Et Léa répondit sans hésiter. La réunion continua pendant près d'1 heure, et pendant toute cette heure, personne ne la traita plus comme une simple fillette. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin de nouveau, les assistants dans le couloir se levèrent immédiatement. Ils s'attendaient à de la tension, des problèmes, un chaos diplomatique, mais ce qu'ils virent était complètement différent. Les documents étaient signés, les conversations continuaient calmement, et derrière eux tous, marchait Léa en silence, serrant le même livre usé contre sa poitrine, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais tout avait changé parce que les rumeurs commencèrent à se répandre dans tout le bâtiment. La fille de la femme de ménage a sauvé la négociation. La fillette parle mieux que les interprètes officiels. Monsieur le ministre Antoine avait raison. Les mots parcouraient les couloirs comme un feu lent, et pour la première fois depuis longtemps, les gens commencèrent à regarder Sophie d'une autre manière. Non pas avec pitié, Musica non pas avec indifférence, mais avec respect, même si cela faisait mal à beaucoup de l'admettre. Léa retourna silencieusement au couloir de service et se rassit sur sa petite chaise en bois. Elle ouvrit de nouveau le livre, comme si le monde autour n'avait pas changé, mais il avait changé. Maintenant, les regards restaient plus longtemps sur elle. Les conversations baissaient de volume quand elle passait. Les portes restaient ouvertes un peu plus. Même certains employés commencèrent à s'écarter discrètement pour lui laisser de l'espace. Respect silencieux, petit, Musica, mais réel. Sophie observait tout cela en silence, tout en tenant le seau de nettoyage. Elle entendait des fragments de conversation, de l'admiration, de la surprise, mais aussi du ressentiment. Un jeune assistant murmura près de la réception. « C'est toujours juste la fille d'une femme de ménage. » La phrase fit mal. Sophie le sentit immédiatement, mais ensuite elle regarda Léa et quelque chose en elle resta tranquille. « Laisse-les Musica parler, pensa-t-elle. Elle a déjà gagné sa place. » Peu après, Laurent Morel s'approcha de nouveau de la fillette. Il l'observa quelques secondes. Puis il hocha lentement la tête. « Vous avez bien fait. » Son ton ne contenait pas un enthousiasme exagéré, seulement une reconnaissance authentique. Léa leva brièvement les yeux vers lui. Puis elle regarda sa mère. Les yeux de Sophie brillaient légèrement, bien qu'elle essayât de le cacher. Elle n'avait pas besoin de mots. Elles savaient toutes deux exactement ce qui s'était passé ce jour-là. Elles avaient traversé le jugement de l'inconnu sans se briser. Et bien que monsieur le ministre Antoine n'eût pas encore reparlé directement à Léa, la fillette sentait son regard l'observant, l'évaluant, Musica, se souvenant de chaque détail. Au milieu de cette reconnaissance silencieuse, Léa comprit quelque chose d'important. Le vrai respect arrive rarement avec de grands discours. Il arrive par de petits changements, dans la manière dont quelqu'un vous regarde, dans le Musica ton avec lequel il prononce votre nom, dans le silence inconfortable de ceux qui ne peuvent plus vous ignorer. La lumière du soir commença à entrer par les hautes fenêtres, peignant des lignes dorées sur le marbre. Et tandis que le bâtiment restait rempli de voix et de pas, les premières graines de la reconnaissance avaient déjà commencé à pousser. Très bientôt, monsieur le ministre Antoine Dubois lui-même parlerait directement devant tous, et cela changerait leur vie pour toujours. Musica. Le grand salon de réunion resta silencieux. La lumière du crépuscule entrait doucement par les hautes fenêtres, se reflétant sur la longue table en bois poli. Monsieur le ministre Antoine Dubois était assis à la tête. Ses yeux restèrent complètement fixés sur Léa. La fillette se tenait toujours debout à l'extrémité de la table, serrant le livre contre sa poitrine. Sa posture était parfaite. Elle ne semblait ni provocante, ni soumise, simplement tranquille, contrôlée. Antoine posa lentement ses 2 mains sur sa canne. Quand il parla, toute la salle écouta. « Léa,
C'était la première fois qu'il prononçait son nom devant tout le monde. La fillette leva légèrement les yeux. « J'ai observé votre travail. » Le silence devint encore plus lourd. Vous avez servi de guide à des hommes incapables de se comprendre mutuellement. Vous avez apporté du sens là où d'autres ne trouvaient que confusion. Les conseillers échangèrent des regards discrets. Personne n'osait interrompre. Et vous l'avez fait avec discipline, non pas avec arrogance. Léa resta immobile. Seuls ses doigts se tendirent légèrement autour du livre. Sophie observait de derrière. Ses mains reposaient sur le manche de la serpillière, bien qu'elle ne sentît presque plus le poids du seau. Il y avait de la fierté dans ses yeux. Fierté silencieuse, contenue. Antoine se pencha légèrement en avant. « Vous possédez un don rare, et un tel don mérite plus que des murmures dans les couloirs. » La salle resta complètement immobile. Même ceux qui doutaient encore comprenaient le poids de ces mots. Monsieur le ministre Antoine continua. « À partir d'aujourd'hui, vous aurez accès à la formation, aux leçons et à l'orientation au sein de ce centre, non pas comme une faveur, mais en reconnaissance de votre capacité. » La respiration de Sophie s'arrêta un instant. Léa ne répondit pas immédiatement. Le poids de ces mots tomba lentement sur elle. Une porte, Musica, une opportunité, un monde qui avait toujours existé loin d'elles deux. Finalement, la fillette inclina légèrement la tête, mais avant qu'elle ne pût parler, Sophie fit un petit pas en avant. Sa voix sortit douce, prudente. « Excellence, comment puis-je être sûr qu'elle ne sera pas utilisée? Qu'elle ne deviendra pas juste une curiosité pour d'autres ?» Plusieurs hommes tournèrent la tête, surpris. Personne ne s'attendait à ce que la femme de ménage parle. Mais Antoine ne parut pas offensé, au contraire, il l'observa avec attention, comme si cette question confirmait exactement le type de mère qu'il imaginait. « Elle ne sera pas utilisée, » répondit-il lentement. « Sa place ici sera gagnée par le mérite et protégée par le respect. » Puis il ajouta. « Et vous resterez près d'elle. » Sophie baissa lentement le regard. Une partie de la tension quitta ses épaules. Léa observa sa mère à peine un instant. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Elles comprenaient toutes deux parfaitement ce qui se passait. Laurent Morel restait près du mur en silence, mais même lui pouvait remarquer le changement dans cette salle. La fille de la femme de ménage n'était plus invisible. Antoine reprit la parole. « Les leçons commenceront demain. » Sa voix fut tranquille. « Musica définitive. Et vous continuerez à aider là où vos compétences sont nécessaires. Mais maintenant, votre talent a été officiellement reconnu. » Léa se redressa légèrement. Elle ne sourit pas. Elle ne montra pas d'émotion exagérée. Elle accepta simplement ces mots, avec la même sérénité avec laquelle elle avait supporté le mépris. Et à cet instant, les portes d'un monde complètement différent commencèrent à s'ouvrir devant elle. Le lendemain matin, la lumière du soleil couvrait les étages supérieurs du Centre culturel national de France à Paris. Léa marchait avec Sophie dans les couloirs silencieux. La différence entre elles deux et le lieu restait évidente. Les vêtements gris simples de Sophie contrastaient avec les tapis élégants, les murs sculptés et les énormes tableaux historiques. Laurent Morel avançait devant elle. Finalement, il ouvrit une lourde porte en bois. À l'intérieur se trouvait une grande salle de réunion, des académiciens, des conseillers, des spécialistes. Tous étaient déjà assis autour de la table principale. Documents, cartes et dossiers couvrèrent soigneusement chaque espace. Et lorsque les personnes présentes virent la fillette entrer, les murmures commencèrent immédiatement. Léa serra le livre contre sa poitrine et avança lentement. Ses pas étaient petits, précis. Elle n'essayait d'impressionner personne. Elle n'essayait pas de paraître importante, elle marchait simplement comme quelqu'un habitué à porter le silence sans se briser. Sophie avançait derrière elle, observant chaque regard, chaque geste, chaque petite réaction. Monsieur le ministre Antoine leva légèrement une main. « Léa, asseyez-vous ici. » Il désigna l'extrémité de la table principale. La chaise semblait énorme comparée à elle, mais Léa s'assit avec une tranquillité absolue. Ses pieds atteignaient à peine le sol. Malgré cela, elle resta parfaitement immobile. Autour de la table, plusieurs personnes continuaient de l'observer avec scepticisme, d'autres avec une fascination authentique. Antoine reprit la parole. « Vous observerez et parlerez uniquement lorsque ce sera nécessaire. » Léa hocha la tête. Ses mains reposèrent sur le livre et elle commença à écouter. Elle observait tout. Les pauses entre les conversations, les changements de ton, la manière dont certains hommes adoucissaient leur voix devant le ministre, la façon dont d'autres cachaient leur insécurité derrière l'arrogance. Sophie observait sa fille de derrière et peu à peu comprenait quelque chose de nouveau. Léa ne comprenait plus seulement les langues, elle comprenait les gens. L'un des académiciens murmura discrètement à un autre. Elle lit la salle aussi bien qu'elle lit les mots. Léa ne réagit pas.
Ses yeux restaient fixés sur les documents et les conversations, traçant des motifs, reliant des significations, découvrant des choses que d'autres laissaient échapper. Laurent observa discrètement Monsieur le ministre Antoine et comprit quelque chose d'important. Antoine avait bien choisi, car cette fillette ne se brisait pas sous la tension, elle l'absorbait, la retenait. Et précisément pour cela, lorsque la prochaine grande épreuve arriverait, personne ne pourrait l'ignorer. La réunion avançait lentement, des documents passaient de main en main, des cartes étaient déployées sur la table. Les conversations se mouvaient entre accords culturels, archives musica, historiques et négociations académiques. Léa restait silencieuse, observant, apprenant. Musica. De temps à autre, certains des présents continuaient à lui lancer des regards discrets. Il leur était encore difficile d'accepter qu'une fillette de 10 ans fût assise là, mais plus le temps passait, moins elle semblait déplacée. Alors le premier problème survint. L'un des conseillers ouvrit rapidement un dossier et fronça les sourcils. Cela ne correspond pas. Un autre homme prit immédiatement le document. Les expressions commencèrent à se durcir. La traduction du message du Nord est incomplète. Non, elle est mal interprétée. Les murmures s'amplifièrent autour de la table. Une petite différence linguistique dans ce contexte pouvait se transformer en une insulte diplomatique, et tous le savaient. Antoine frappa doucement le sol avec sa canne. La salle redevint silencieuse. « Que se passe-t-il » L'un des conseillers répondit rapidement. La délégation du Nord a utilisé des expressions régionales ambiguës. Le document officiel interprète certaines phrases comme des exigences, mais elles pourraient signifier des suggestions diplomatiques. L'ambiance se tendit immédiatement. Un autre homme parla. Si nous répondons incorrectement, cela semblera un manque de respect. Les conversations commencèrent à se superposer de nouveau. Personne ne trouvait de solution claire. Alors Antoine tourna lentement la tête vers Léa. « Pouvez-vous vérifier » Toute la table resta immobile. Plusieurs personnes semblaient mal à l'aise avec l'idée. Une fillette résolvant un conflit que des spécialistes adultes ne pouvaient interpréter. Mais Léa se levait déjà. Elle tint le document soigneusement entre ses mains. Ses yeux parcoururent lentement chaque ligne, les expressions anciennes, les références culturelles, les changements de dialecte cachés dans le texte. Le silence dans la salle était absolu. Sophie observait de derrière. Son cœur battait fort, mais elle restait immobile. Elle savait que ce moment n'appartenait qu'à sa fille. Léa continua à lire. Ses lèvres bougeaient à peine, comme si elle entendait les mots dans sa tête avant de les prononcer. Finalement, elle leva les yeux. Ce n'est pas une exigence. Plusieurs personnes réagirent immédiatement. Léa continua calmement. La phrase originale appartient à une structure diplomatique ancienne utilisée dans les anciennes cours d'Alsace. Littéralement, elle semble une demande, mais culturellement, elle exprime courtoisie et ouverture de négociation. L'un des académiciens se pencha en avant. « Êtes-vous sûr » Musica Léa hocha la tête. « Oui. » Puis elle désigna une ligne spécifique. Ici, le changement est dans ce mot. Il a été traduit comme « ordre », mais dans ce contexte, il signifie « espoir partagé ». La salle resta complètement silencieuse. L'un des spécialistes prit rapidement un autre dictionnaire. Il commença à vérifier le texte. Plusieurs secondes passèrent. Puis il leva lentement les yeux, surpris. « Elle a raison. » Un autre homme vérifia la phrase, puis un autre. La tension commença à disparaître lentement. Les expressions de préoccupation se transformaient maintenant en incrédulité. Léa continua à parler. « Il y a aussi une référence poétique ici, » dit-elle en désignant une autre ligne. Elle provient d'une locution des vieux contes populaires de Bretagne. Elle ne parle pas de pouvoir politique, elle parle de confiance entre alliés. La compréhension commença à se répandre dans toute la musique à table. Le conflit diplomatique était né uniquement d'une mauvaise interprétation linguistique et une fillette venait de le résoudre. Antoine ne quitta jamais Léa des yeux pendant toute l'explication. Musica. Il avait vu des adultes perdre le contrôle sous une pression bien moindre, mais elle restait complètement tranquille, sans arrogance, sans besoin de démontrer une supériorité, slemplem, précise. Quand elle eut fini, Léa referma doucement le dossier et fit un petit pas en arrière. Elle ne chercha pas d'éloge, elle n'attendit pas d'applaudissements, elle garda juste le silence. L'un des conseillers expira lentement l'air qu'il retenait. Elle vient d'éviter un problème sérieux. Un autre homme hocha la tête sans quitter la fillette des yeux. Même ceux qui se méfiaient encore commençaient à manquer d'arguments. Sophie sentit une chaleur monter lentement dans sa poitrine. Ce n'était pas une fierté exagérée, c'était un soulagement. Des années entières de sacrifices commençaient enfin à avoir un sens. Antoine se redressa légèrement sur son siège,
Sa canne frappa doucement le sol une fois de plus. L'affaire est résolue. Sa voix fut ferme, définitive. Musica. Puis il regarda directement Léa. Et pour la première fois, une légère expression d'approbation apparut clairement sur son visage. Bon travail. La phrase fut courte, mais dans cette salle, elle pesa plus que n'importe quel applaudissement. La nouvelle se répandit de nouveau rapidement dans le Centre culturel national de France à Paris. La fillette a résolu le conflit du Nord, a corrigé des erreurs que les spécialistes n'avaient pas détectées. Antoine Dubois l'a félicité personnellement. Les rumeurs voyageaient dans les couloirs avec une vitesse impossible à arrêter. Et avec l'admiration commença aussi à grandir quelque chose de plus. L'envie, le dépit, le ressentiment, car tous n'étaient pas prêts à accepter que la fille d'une femme de ménage occupât une place parmi les académiciens et les diplomates. Et très bientôt, cette opposition aurait un visage. L'après-midi tombait lentement sur le Centre culturel national de France, à Paris. Les lumières chaudes commençaient à se refléter sur le marbre, tandis que des employés et des académiciens continuaient de traverser les couloirs, des documents à la main. Mais maintenant, chaque fois que Léa marchait dans le bâtiment, les conversations changeaient. Certaines personnes baissaient la voix, d'autres l'observaient trop longtemps, et quelques-unes la regardaient avec une gêne évidente. Musica, Léa restait la même, silencieuse, tranquille, le livre toujours serré contre sa poitrine. Sophie, en revanche, ressentait le changement avec beaucoup plus d'intensité. Elle le percevait dans les petits gestes. Des portes qui se fermaient rapidement auparavant restaient maintenant ouvertes. Des personnes qui n'avaient jamais salué commençaient à incliner légèrement la tête en la voyant passer. Même certains employés lui offraient discrètement de l'aide, un respect silencieux, gagné, non offert. Cependant, tous n'acceptaient pas cela. Dans une salle privée du 2e étage, plusieurs hommes conversaient autour d'une table plus petite. L'un d'eux observait plusieurs documents avec une expression sévère. Il portait un élégant costume de laine gris perle avec des broderies argentées. Sa posture irradiait l'autorité, et son regard, la méfiance. Il s'appelait Monsieur le recteur Henri Lambert, ministre culturel invité et ancien conseiller diplomatique. Un homme connu pour se méfier de quiconque recevait une reconnaissance trop rapide. L'un des académiciens parla avec prudence. La fillette a démontré des compétences extraordinaires. Henri leva lentement les yeux. C'est une fillette. Musica, oui, mais aussi la fille d'une femme de ménage. La phrase tomba lourdement dans la pièce. Un autre homme tenta de répondre. Malgré cela, les délégations ont été impressionnées. Henri ferma lentement le dossier devant lui. L'admiration émotionnelle ne remplace pas l'expérience professionnelle. Le silence s'étendit quelques secondes. Puis il ajouta « Le talent sans pression réelle n'a pas encore été prouvé. » Le lendemain matin, Léa entra de nouveau dans la grande salle de réunion avec Sophie. Les conversations diminuèrent immédiatement. Monsieur le ministre Antoine n'était pas encore arrivé, et au fond de la table principale se trouvait Henri Lambert, l'observant, la mesurant, comme s'il essayait de trouver une faille invisible. Léa soutint ce regard à peine une seconde avant de prendre place. Elle ne semblait pas intimidée mais alerte. Sophie le sentit aussi immédiatement. Cet homme était différent. Il ne regardait pas avec curiosité, il cherchait des erreurs. Henri posa lentement ses 2 mains sur la table. « Alors, c'est vous la fillette qui a impressionné toute l'Aquitaine ?» La voix était tranquille, mais coupante. Léa répondit avec respect. « J'ai essayé de faire mon travail correctement, monsieur. » Henri haussa légèrement un sourcil. Une réponse prudente. Certains hommes autour de la table restèrent inconfortablement silencieux. Ils connaissaient parfaitement la réputation du recteur. Il aimait mettre la pression sur les gens, surtout quand il pensait qu'ils étaient surestimés. Henri continua. « J'ai entendu dire que vous parlez plusieurs langues anciennes. » « Oui, Musica, monsieur, et que vous avez résolu des erreurs diplomatiques. » Léa hocha lentement la tête. Henri inclina légèrement la tête, mais comprendre quelques phrases ne fait de personne un interprète. Le silence revint immédiatement. Sophie sentit son corps se tendre. Instinctivement, elle voulut intervenir, mais elle s'obligea à rester immobile. Léa devait affronter cela seule. La fillette soutint tranquillement le regard du recteur. La précision ne dépend pas de l'âge, mais de la compréhension. Plusieurs présents levèrent légèrement les yeux. La réponse fut ferme mais respectueuse. Henri resta à l'observer plusieurs secondes, puis reprit la parole. Les mots sonnent bien quand la pression est faible. Son ton se durcit à peine. Mais vous n'avez pas encore affronté une véritable négociation. Léa ne détourna pas le regard. Je suis prête à essayer. Sophie sentit un frisson parcourir son corps car elle venait de comprendre ce qui se passait. Henri ne cherchait pas à comprendre Léa. Il cherchait à la mettre à l'épreuve et s'attendait probablement à la voir échouer.
Le recteur ouvrit lentement un épais dossier scellé de plusieurs symboles diplomatiques. Un message du Conseil du commerce transfrontalier de l'Est est arrivé. Plusieurs conseillers réagirent immédiatement. Ils connaissaient ces documents difficiles, remplis d'expressions régionales anciennes et de structures complexes. Même les interprètes expérimentés avaient besoin de temps pour les analyser. Henri posa le document sur la table. « Traduisez-le. » La tension se répandit instantanément dans toute la salle. Sophie sentit son cœur battre fort. Henri continua sans quitter Léa des yeux. « Toute erreur démontrera les limites réelles de votre connaissance. » Le silence était si profond qu'on pouvait entendre le léger son des feuilles bougeant sous la climatisation. Léa observa lentement le document. Puis elle ouvrit son livre à une page vierge préparée pour des annotations. Sa respiration restait tranquille, mais en elle, tout était complètement concentré. Ce n'était plus de la curiosité académique, ce n'était plus une simple conversation. C'était un défi direct, et toute la salle le savait. Sophie serra lentement les mains l'une contre l'autre. Elle voulait s'approcher, la protéger, mais elle resta immobile car elle savait quelque chose d'important. Léa avait passé des années à se préparer pour des moments exactement comme celui-là. La fillette prit lentement le document entre ses mains. Ses yeux commencèrent à parcourir chaque ligne, chaque symbole, chaque changement de dialecte caché dans le texte. Henri ne cessait de l'observer, attendant l'hésitation, attendant l'insécurité, attendant le moment exact où l'image construite autour de la fillette commencerait à se briser. Mais Léa restait complètement tranquille. Ses lèvres commencèrent à bouger à peine, suivant le rythme interne des phrases, comme si elle entendait des voix anciennes dans sa mémoire. Et alors elle leva lentement les yeux. La vraie épreuve venait de commencer. La salle resta complètement immobile. Personne ne quittait Léa des yeux. Même le son de l'horloge ne semblait plus exister dans cette pièce. Henri Lambert continuait de l'observer avec un calme froid, attendant le moment exact où la pression commencerait à la briser. Mais Léa continuait à lire. Ses yeux avançaient lentement sur le document, ligne par ligne, mot par mot. Il y avait des expressions anciennes mêlées à des références commerciales régionales, des dialectes du Nord et des structures diplomatiques presque oubliées. Une épreuve conçue pour être trop difficile, surtout pour une fillette. Sophie restait immobile près du mur. Ses doigts étaient serrés avec force. Elle pouvait sentir comment l'air, même dans la salle, semblait se tendre autour de Léa, mais sa fille restait tranquille comme toujours. Finalement, Léa leva les yeux et parla. D'abord dans le dialecte original. Sa prononciation fut nette, précise, naturelle. Plusieurs personnes réagirent immédiatement. Henri ne bougea pas, mais ses yeux se plissèrent légèrement. Léa continua. Elle traduisait chaque phrase lentement, avec une clarté absolue. Elle ne convertissait pas seulement des mots, elle expliquait des intentions, des nuances politiques, de petites différences culturelles, cachées dans le langage diplomatique. La tension de la salle commença à changer. L'un des conseillers prit rapidement un autre document pour comparer. Un autre académicien commença à vérifier des notes hâtivement. Léa continua à parler sans hésiter. Puis elle s'arrêta sur une ligne spécifique. Ses yeux restèrent fixés sur le texte quelques secondes de plus et quelque chose changea dans son expression. Très petit, mais visible. Henri le remarqua immédiatement. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il. Léa leva lentement la tête. « Oui, monsieur. » Certains hommes échangèrent des regards tendus. Henri posa ses deux mains sur la table. « Continuez. » Musica Léa désigna soigneusement une phrase concrète. Cette traduction officielle est erronée. Le silence tomba comme une pierre. L'un des spécialistes réagit rapidement. « Ce n'est pas possible. Elle a été préparée par des traducteurs certifiés. » Léa resta tranquille. Le mot utilisé ici semble signifier obéissance, mais dans ce contexte historique, il signifie protection mutuelle. La tension revint immédiatement. Plusieurs hommes commencèrent à revoir le document. Léa continua. « Si elle est traduite incorrectement, cela ressemblera à une déclaration de subordination politique et cela serait offensant pour le Conseil du commerce transfrontalier de l'Est. » Les murmures commencèrent à se répandre. Henri restait complètement immobile, mais maintenant il ne semblait plus détendu. L'un des académiciens leva lentement les yeux après avoir vérifié les références historiques. Son visage avait changé. Elle a raison. Un autre homme ouvrit rapidement un ancien dictionnaire régional, tourna plusieurs pages et hocha lentement la tête aussi. La structure linguistique appartient au XVIIe siècle. L'interprétation moderne change complètement le sens. L'ambiance dans la salle changea d'un coup. Ce n'était plus impressionnant. C'était sérieux, très sérieux. Léa venait de détecter une erreur diplomatique qui aurait pu provoquer un conflit institutionnel important. Henri observa fixement la fillette pour la première fois depuis le début de la réunion.
Il ne semblait pas chercher des erreurs, il semblait évaluer quelque chose de complètement différent. Léa referma lentement le document et fit un petit pas en arrière, comme toujours, sans chercher de reconnaissance, sans dramatisme, juste le silence. L'un des conseillers expira lentement l'air qu'il retenait. « Elle vient d'éviter une crise diplomatique. » Un autre homme hocha la tête à voix basse. Personne ici n'avait détecté cela. Sophie sentit un léger tremblement parcourir sa poitrine. Ce n'était pas de la surprise. Au fond, elle avait toujours su qui était réellement sa fille. Ce qui l'émotionnait Musica était de voir le monde le découvrir aussi. Henri resta assis quelques secondes de plus. La salle attendait sa réaction. Finalement, il parla. « Comment avez-vous identifié l'erreur si rapidement ?» Léa répondit avec sérénité. Parce que la phrase ne suivait pas la logique culturelle de la période. Henri ne détourna pas le regard. Léa continua. Les anciennes délégations orientales évitaient les expressions de soumission directe entre alliés. Elles utilisaient des formules poétiques pour préserver l'équilibre et l'honneur. Plusieurs académiciens commencèrent à hocher lentement la tête. L'explication était correcte, trop correcte. Henri appuya lentement son dos contre la chaise, et pour la première fois, une petite partie de sa dureté commença à disparaître. Très Musica, petite, mais visible. Intéressant. Le mot sortit plus bas qu'avant, moins provocateur, plus réfléchi. Monsieur le ministre Antoine, qui avait observé toute la scène en silence, frappa doucement le sol avec sa canne. La salle redevint immédiatement silencieuse. Musica. Ses yeux se tournèrent vers Henri, puis vers Léa. Je crois que l'épreuve est terminée. Personne ne répondit, parce que tous comprenaient ce que cela signifiait. Léa avait surmonté le défi et l'avait fait devant les hommes les plus critiques de toute l'institution. Antoine reprit la parole. La compétence authentique n'a pas besoin d'élever la voix pour être évidente. Ces mots restèrent suspendus dans la salle. Lourdes, ferme. Henri resta silencieux plusieurs secondes de plus, puis il inclina lentement et à peine la tête vers Léa. Ce n'était pas une révérence complète, mais venant de lui c'était énorme, et toute la salle le comprit. La fille de la femme de ménage venait de gagner le respect de l'un des hommes les plus difficiles à impressionner. Sophie baissa lentement le regard. Musica. Ses yeux brillaient légèrement, des années entières de fatigue, de travail invisible, de nuits silencieuses. Tout commençait finalement à se transformer en quelque chose de différent, une dignité reconnue. Mais en Léa, quelque chose d'encore plus important se produisait. Pour la première fois de sa vie, elle commençait à comprendre qu'elle n'avait plus besoin de cacher ce qu'elle était. La réunion se termina dans un silence très différent de celui par lequel elle avait commencé. Ce n'était plus de l'incrédulité, c'était du respect. Même ceux qui se sentaient encore mal à l'aise avec la présence de Léa évitaient maintenant de la regarder de haut. Parce qu'ils venaient de la voir corriger une erreur que des spécialistes expérimentés n'avaient pas détectée. Et tous le savaient. Henri Lambert referma lentement le dossier devant lui. Ses mouvements étaient plus lents maintenant, plus pensifs. L'homme qui était entré, décidé à démasquer la fille de la femme de ménage, venait de rester sans argument. Musica. Monsieur le ministre Antoine se leva. Le son de sa canne sur le marbre emplit doucement la salle. Tous se turent immédiatement. Ses yeux parcoururent lentement la table avant de s'arrêter sur Léa. Nous avons été témoins de quelque chose d'important. La voix était ferme, lourde, pas seulement du talent. Il fit une petite pause. De la discipline, de la mémoire, une véritable formation. Léa restait immobile, les mains sur le livre, le dos droit. Antoine continua. Beaucoup d'hommes passent des années entourés de connaissances sans vraiment apprendre à écouter. Ses yeux se tournèrent lentement vers les documents ouverts sur la table. Et aujourd'hui, une fillette a mieux écouté que nous tous. Personne ne répondit parce que personne ne pouvait le nier. Sophie sentit sa poitrine se serrer lentement. Ces mots avaient un poids qu'elle n'avait jamais imaginé entendre. Antoine reprit la parole. À partir de ce moment, Léa Lefebvre sera officiellement enregistrée comme apprentie linguiste du Centre culturel national de France à Paris. Plusieurs hommes levèrent légèrement la tête. C'était énorme. Ce n'était pas un simple éloge. C'était une reconnaissance institutionnelle, officielle, réelle. Léa cligna lentement des yeux. Pour la première fois depuis le début de tout cela, quelque chose ressemblant à de l'émotion apparut brièvement dans ses yeux. Très petit, Musica très contenu. Mais Sophie le vit immédiatement et faillit fondre en larmes, parce qu'elle comprenait parfaitement ce que cela signifiait. Des années entières de sacrifices venaient d'ouvrir une porte impossible. Antoine continua. Elle aura un accès complet aux archives historiques, à la formation académique et au tutorat spécialisé au sein de ce centre. Les murmures commencèrent immédiatement autour de la salle. Tous n'étaient pas à l'aise. Certains hommes échangeaient des regards tendus.
Trop rapide, trop de pouvoir pour quelqu'un comme elle. Mais Antoine leva légèrement la main, et le silence revint de nouveau. La connaissance n'appartient pas à une classe sociale. La phrase tomba comme une sentence. Elle appartient à ceux qui sont prêts à la porter correctement. Les yeux de Sophie commencèrent à se remplir de larmes. Elle baissa immédiatement la tête pour le cacher. Toute sa vie, elle avait entendu exactement le contraire, que certains endroits n'étaient pas pour des gens comme elle, que certaines portes ne s'ouvriraient jamais, que la pauvreté devait accepter le silence. Musica. Et maintenant, l'homme le plus important de cet endroit venait de détruire cette idée devant tout le monde. Léa se leva lentement. Sa petite silhouette semblait presque fragile au milieu de cette énorme salle, mais sa voix sortit claire, ferme. « Merci, Excellence. » Antoine l'observa quelques secondes de plus, puis parla avec un calme étrange. « Ne me remerciez pas encore. » Plusieurs personnes levèrent légèrement les yeux. Antoine continua. « La reconnaissance apporte des responsabilités et aussi des ennemis. » L'atmosphère se durcit légèrement de nouveau. Léa écouta attentivement. Les gens acceptent facilement le talent tant qu'il reste petit. Mais quand il commence à prendre de la place, certains essaieront de le détruire. Sophie sentit un frisson parcourir son dos, car elle savait que c'était vrai. Antoine posa lentement ses deux mains sur sa canne. « Comprenez-vous cela ?» Léa Musica soutint le regard du ministre et hocha lentement la tête. « Oui, Excellence. » Antoine sembla satisfait de la réponse car la fillette ne semblait pas naïve. Elle semblait préparée. Cette nuit-là, le Centre culturel national de France à Paris était presque vide. Les lumières des grands couloirs restaient tamisées. Les échos des pas disparaissaient lentement entre les colonnes. Sophie finissait de ranger les matériaux de nettoyage dans une petite pièce de service. Ses mouvements étaient lents, fatigués, Musica, mais différents. Il y avait quelque chose de nouveau en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. L'espoir. Léa était assise près de la porte, lisant sous la lumière jaune d'une petite lampe, comme toujours. Mais maintenant, tout était différent. Sophie s'approcha lentement et s'assit à côté d'elle. Pendant quelques secondes, aucune ne parla. Seul le doux son des pages emplissait la petite pièce. Finalement, Sophie rompit le silence. « Ton grand-père serait fier de toi. » Léa baissa lentement le livre. Ses yeux se tournèrent vers sa mère, et pour la première fois depuis longtemps, la fillette sembla vraiment petite, à nouveau. « J'ai eu peur. » La confession sortit à peine dans un murmure. Sophie l'observa, surprise. Léa continua. « Quand Henri m'a donné le document, Musica, j'ai pensé que être cette fois je n'y arriverai pas. » Ces mots brisèrent quelque chose en Sophie, parce que pendant toute la journée, Léa avait semblé complètement tranquille, mais elle restait une fillette portant d'énormes attentes sur des épaules trop petites. Sophie approcha lentement une main et arrangea une mèche de cheveux derrière l'oreille de sa fille. Un geste simple, maternel, protecteur. Le courage ne signifie pas ne pas avoir peur, Musica ma chérie. Sa voix était douce, chaude. Cela signifie marcher même quand la peur est avec toi. Léa baissa légèrement le regard. Sophie sourit à peine. Cela aussi tu l'as appris de ton grand-père. Le silence revint, mais cette fois c'était un silence tranquille, sûr. Dehors, les lumières du grand bâtiment continuaient de briller sur le marbre élégant et les murs historiques. Cependant, dans cette petite pièce de nettoyage, une mère et sa fille venaient de traverser le moment le plus important de leur vie. Et bien qu'elles ne le sussent pas encore, très bientôt tout Paris commencerait à entendre le nom de Léa Lefebvre. La nouvelle se répandit dans Paris beaucoup plus vite que quiconque ne l'imagina. Musica. D'abord de petits commentaires entre académiciens, puis des conversations dans des cafés culturels, puis des articles discrets dans les cercles diplomatiques. La fillette polyglotte du centre culturel, la fille de la femme de ménage, qui a corrigé des traducteurs officiels. Le legs oublié de Jean Lefebvre, et à chaque nouvelle rumeur, de plus en plus de personnes commençaient à venir au centre juste pour la voir. Léa ne comprenait pas entièrement cette attention. Elle continuait à arriver tôt avec sa mère. Elle continuait à s'asseoir en silence avec son livre. Elle continuait à marcher dans les mêmes couloirs où, quelques mois auparavant, personne ne levait les yeux en la voyant passer. Mais maintenant, tout avait changé. Les gardes inclinaient légèrement la tête quand elle entrait. Les assistants lui ouvraient les portes. Des académiciens qui l'ignoraient auparavant commençaient à demander son avis lors de petites réunions. Et malgré cela, Léa restait la même fillette silencieuse. C'était précisément ce qui surprenait le plus monsieur le ministre Antoine. Un matin, Laurent Morel entra dans la grande bibliothèque privée où Léa étudiait. Il la trouva entourée de livres anciens, prenant soigneusement des notes sur un cahier usé. La lumière de l'aube tombait sur les pages ouvertes.
Laurent observa le silence de la scène pendant quelques secondes avant de parler. « Monsieur le ministre veut vous voir. » Léa leva lentement les yeux. Elle ne posa pas de questions. Elle ferma simplement le livre et se leva. La salle principale était plus remplie que d'habitude. Des diplomates, des professeurs, des académiciens, des représentants culturels, même des journalistes discrètement invités. Sophie sentit immédiatement la différence dès qu'elle entra avec sa fille. Les conversations diminuèrent peu à peu. Les yeux commencèrent à se tourner vers elle. Ce n'était plus une réunion privée. C'était quelque chose de beaucoup plus grand. Monsieur le ministre Antoine se tenait debout devant la table principale. Sa canne reposait fermement sur le marbre. Quand Léa entra, tout redevint silencieux. Antoine observa lentement la fillette avant de commencer à parler. Pendant de nombreuses années, sa voix résonna profondément dans la salle. J'ai vu des gens chercher la reconnaissance sans comprendre le vrai poids de la connaissance. La salle resta immobile, mais très rarement j'ai vu quelqu'un porter la sagesse avec humilité. Ses yeux se tournèrent vers Léa. Surtout quelqu'un d'aussi jeune. Sophie sentit son cœur commencer à battre fort. Antoine continua. Léa Lefebvre a démontré de la discipline, de l'intelligence et du respect pour les langues et les cultures qu'elle étudie. Plusieurs présents commencèrent à hocher lentement la tête. Elle a protégé d'importantes négociations, elle a corrigé des erreurs diplomatiques et elle l'a fait sans arrogance. Le silence dans la salle était absolu. Antoine leva légèrement la tête. C'est pourquoi, aujourd'hui, elle sera officiellement présentée comme membre honoraire de formation linguistique avancée du Centre culturel national de France à Paris. La nouvelle tomba sur la salle comme une vague. Certains visages montrèrent une surprise ouverte, d'autres de l'admiration et quelques-uns une gêne impossible à cacher. Mais personne n'osa interrompre car même ceux qui résistaient connaissaient déjà une vérité inconfortable. Léa avait gagné cette place. Antoine fit un geste de la main. Laurent s'avança, tenant une petite boîte en bois sombre. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur reposait un élégant pain doré avec le symbole historique du centre culturel. Ce n'était pas simplement un objet, c'était l'appartenance, la reconnaissance officielle, l'histoire. Antoine prit le pain soigneusement et s'approcha de Léa. La fillette resta immobile. Ses yeux restaient tranquilles, mais Sophie pouvait voir comment ses doigts tremblaient à peine. Antoine plaça lentement le symbole sur les vêtements simples de Léa et parla à voix basse, bien que toute la salle l'entendit parfaitement. Votre grand-père a protégé des mots anciens pour qu'ils ne disparaissent pas. Il fit une petite pause. Maintenant, vous continuerez ce travail. Les yeux de Léa se remplirent légèrement de larmes. Pour la première fois, elle semblait ne pas savoir quoi répondre. Sophie baissa rapidement le regard parce que les larmes commençaient enfin à s'échapper. Des années entières à nettoyer silencieusement ces mêmes couloirs. Et maintenant sa fille était reconnue devant les personnes les plus importantes de l'institution. La fille de la femme de ménage, la fillette invisible, plus jamais invisible. Antoine retourna lentement vers la table principale. Puis, il parla une dernière fois. Ne jugez jamais la valeur d'une personne par les vêtements qu'elle porte, ni par l'endroit d'où elle vient. Ces mots traversèrent toute la salle, lourds, directs, impossibles à ignorer, parce que certaines des esprits les plus extraordinaires naissent exactement dans les endroits où presque personne ne regarde. Le silence qui suivit fut absolu. Personne ne bougea, personne ne parla, car tous savaient que cette phrase allait bien au-delà de Léa. C'était une leçon pour toute la salle et peut être pour tout Paris. La salle resta silencieuse même après que monsieur le ministre Antoine eut fini de parler. Personne ne semblait vouloir rompre ce moment. Les mots flottaient encore dans l'air. Certaines des esprits les plus extraordinaires naissent exactement dans les endroits où presque personne ne regarde. Léa restait immobile au centre de la salle. Le petit symbole doré brillait doucement sur ses vêtements simples. Pour la première fois depuis le début de tout cela, les regards vers elle ne portaient plus de doute, seulement du respect. Même Henri Lambert resta silencieux. Ses yeux restaient fixés sur la fillette, mais maintenant il n'y avait plus de défi en eux, seulement de l'acceptation. Lente, difficile, mais réelle, Sophie restait derrière Léa. Ses mains tremblaient légèrement. Elle essayait de rester ferme. Elle essayait de ne pas pleurer devant tout le monde. Mais il était impossible d'arrêter complètement tant d'années accumulées dans sa poitrine, des années entières à se sentir invisible, des années à entrer par des portes secondaires, des années à baisser le regard pour éviter des humiliations inutiles. Et maintenant, tout ce même endroit observait sa fille avec admiration. Antoine retourna lentement s'asseoir, puis il fit un petit geste vers Léa. Approchez. La fillette obéit en silence. Le ministre l'observa quelques secondes de plus avant de parler d'une voix beaucoup plus tranquille, plus humaine.
Savez-vous quel est le vrai danger de la connaissance? Léa réfléchit quelques secondes puis répondit « Croire que l'on devient supérieur aux autres ». Une légère expression apparut sur le visage d'Antoine, presque un très petit sourire. « Votre grand-père vous a bien enseigné ». Puis il ajouta « N'oubliez jamais Musica qui vous êtes ni d'où vous venez, car le respect authentique ne naît pas du talent. Il naît de la façon dont vous utilisez ce talent. » Léa hocha lentement la tête. Chaque mot semblait s'ancrer en elle. Antoine continua. « Beaucoup essaieront de s'approcher maintenant, certains sincèrement, d'autres non. » Ses yeux se durcirent à peine. « Apprenez à les distinguer. » La fillette hocha de nouveau la tête. Sophie écoutait en silence et comprenait quelque chose d'important. Antoine ne voyait pas seulement de l'intelligence en Léa, il voyait le danger autour de cette intelligence, car le monde admirait facilement les personnes extraordinaires jusqu'à ce qu'elles commencent à changer l'équilibre des choses. La réunion se termina peu après. Les gens commencèrent lentement à quitter la salle, mais cette fois beaucoup s'arrêtaient devant Léa avant de partir. Academiciens, diplomates, musica, cherchers. Certains inclinaient respectueusement la tête, d'autres lui parlaient directement. « Ce fut un honneur de vous écouter. Votre grand-père serait fier. J'espère retravailler avec vous bientôt. » Léa répondait toujours de la même manière, avec respect, avec tranquillité, musica, sans laisser la reconnaissance changer sa posture. Et plus elle restait humble, plus l'admiration grandissait autour d'elle. Henri Lambert fut l'un des derniers à s'approcher. La salle devint plus silencieuse lorsque le recteur marcha lentement vers la fillette. Sophie observa immédiatement avec attention. Henri resta quelques secondes devant Léa avant de parler. « Je me suis trompé à votre sujet. » La phrase surprit même plusieurs hommes qui étaient encore près de la porte. Henri ne s'excusait jamais facilement. Léa leva lentement les yeux, mais ne répondit pas immédiatement. Henri continua. « J'ai passé trop d'années à voir des gens simuler du talent, et j'ai oublié comment le reconnaître quand il apparaît vraiment. » Le silence fut total. Puis l'homme inclina légèrement la tête, un geste petit, mais énorme venant de lui. « Pardonnez-moi. » Sophie sentit un frisson parcourir son dos, car elle venait de voir quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. L'un des hommes les plus fiers de toute l'institution, s'inclinant devant la fille d'une femme de ménage. Léa répondit avec la même sérénité que toujours. « Il n'y a rien à pardonner, monsieur. » Henri l'observa quelques secondes de plus, et pour la première fois sourit légèrement. Puis il partit sans rien dire de plus. Sophie observa comment il disparaissait lentement dans le couloir, et comprit alors quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Le vrai pouvoir de Léa ne résidait pas seulement dans les langues qu'elle parlait, il résidait dans la manière dont elle faisait changer les gens. Cette nuit-là, Paris était couvert d'une douce pluie. Les lumières se reflétant sur les rues pavées brillaient comme de petits miroirs dorés. Sophie et Léa marchaient ensemble vers la maison, sans escorte, sans luxe, sans grande voiture les attendant. Juste une mère et sa fille traversant les mêmes rues que toujours, mais même l'air semblait différent. Sophie tenait le parapluie d'une main tout en observant Léa marcher à ses côtés. La fillette serrait toujours le livre contre sa poitrine, le même livre usé du premier jour. Finalement, Sophie parla. « Es-tu heureuse ?» Léa leva lentement les yeux vers elle. La question semblait l'avoir prise par surprise. Elle réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Oui. » Puis elle ajouta quelque chose de plus bas. « Mais j'ai aussi peur. » Sophie sourit doucement. Cela ne disparaît jamais complètement. La pluie continuait de tomber autour d'elle. Douce, tranquille. Léa baissa légèrement le regard. « Crois-tu que grand-père serait vraiment fier ?» Sophie s'arrêta lentement au milieu de la rue. Ses yeux se remplirent de larmes de nouveau, mais cette fois elle n'essaya pas de les cacher. Elle approcha une main du visage de sa fille et parla d'une voix brisée par des années entières de fatigue et d'amour. « Léa, ton grand-père a passé toute sa vie à attendre que quelqu'un continue ce qu'il a commencé. » La fillette resta complètement immobile. Sophie sourit à travers ses larmes. « Et maintenant le monde voit enfin ce que j'ai toujours vu en toi. » Léa sentit quelque chose de chaud la remplir, lentement la poitrine. Ce n'était pas de la fierté. Pas exactement. C'était de l'appartenance. Pour la première fois de sa vie. Elle ne sentait plus qu'elle devait cacher ce qu'elle était. La pluie continuait de tomber sur Paris, tandis qu'elle continuait de marcher lentement vers la maison. Et derrière elle, très loin déjà, l'énorme centre culturel restait illuminé en silence. L'endroit où la fille invisible d'une femme de ménage avait changé son destin pour toujours.